Cancun, Miami, Ibiza, Berlin, Saint-Tropez, Carcassonne, ah non, pas Carcassonne, Marcoussis, ah pas Marcoussis non plus. Il enflamme les dance floors du monde entier, mais en IMO, on oublie. Pour être proprio à tout prix, c'est juste ici. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre brunch de l'immobilier sur Sister tous les dimanches. Aujourd'hui, avec nos experts qui sont venus des quatre coins de la France, nous allons aborder un thème très particulier puisqu'il s'agit de comment vivre seul, comment être célibataire dans l'immobilier. Ah non. Oui. Bah, Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Je ne vais pas te laisser seul pour cette émission-là. Tu sais que demain, c'est la journée mondiale des célibataires. Exactement. C'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. Et pourquoi demain ? Je ne sais pas. Parce que demain, on est le 11 novembre, le 1-1-1-1. Il n'y a que des 1. Ah, c'est la célébration du 1. Voilà. La célébration du 1. L'unique. L'unique. Alors, on va recevoir aussi quelqu'un d'unique dans cette émission, puisque nous recevrons en invité du dimanche Denis Maréchal. Il est unique. Il est unique, humoriste très connu des Français. Et en troisième partie, alors attention, Jean-Philippe, on reçoit la sexologue d'un site de rencontre très connu en France. Elle consulte en fait, elle s'occupe des célibataires qui vont passer au stade de couple. Ah, c'est intéressant. Et c'est très intéressant. Il faut se préparer, oui. Et donc, elle a toute une théorie sur comment vivre son célibat. D'accord. Voilà, donc nos experts sont déjà en place, hein, t'as vu Ah oui, ils mangent déjà. Ils mangent déjà, donc on va aller... Bon, tu interviens quand tu veux, bien sûr. Ah oui, et je mange quand je veux aussi. Allez, on y va. Quel plaisir, les amis, de se retrouver le dimanche midi avec nos experts venus des quatre coins de la France et encore dignement représentés. Aujourd'hui, nous avons deux petits nouveaux. Oui. Alors Mathieu qui nous vient d'Agde. Oui, tout à fait. Alors l'Hérault, région qui fait rêver. Ah, une belle région. Ouais. Alors est-ce que tu es réveillé? Ça va. Ça se passe bien? Oui, ça va. Bon, ça va. On alors, a fait une bonne soirée hier, mais ça va, on est bien réveillé. Ah, il y a eu une bonne soirée hier déjà. Tout à fait. Bon, et donc tu es quand même là, présent au brunch du dimanche. Lise, comment ça se passe aujourd'hui? Très bien, écoute, Pour j'arrive une de première. Nîmes. Tu arrives de Nîmes? Ouais. Là maintenant, là. Écoute, je suis arrivée hier soir, histoire de faire connaissance avec tout le monde. Bon, quelques mots sur ta ville. Combien d'habitants à Nîmes? On a 148 000 habitants. Ouais. C'est une ville qui a un emplacement stratégique avec les Cévennes d'un côté et la Méditerranée de l'autre. Ouais. C'est une ville dynamique, en plein essor, et on le verra tout à l'heure, mais idéale pour les célibataires. Eh ben voilà, déjà dans le thème, Patricia, le grand Bruno. retour. Alors Eh Patricia est avec nous, Romorantin, la Sologne, le sourire. Tu aimes ta région aussi, toi, hein? J'adore ma Sologne, oui, Bon. effectivement. Qu'est-ce La qui nature. s'est passé récemment en Sologne? Qu'est-ce qui s'est passé récemment en Sologne? Écoute, mon recueil de poésie est sorti en mai dernier. Alors, elle est experte immobilier, mais elle a également sorti en auto-édition, juste avant l'été, un recueil de poèmes qui s'appelle « Entre les lignes ». Et je vous invite à aller voir sur les grandes plateformes et également dans les librairies de ton secteur. On peut effectivement se le procurer. Alexis, pour terminer, alors là, Val-de-Serre. C'est ça. Le Nord-Cotentin, alors toujours le sourire. Toujours la banane. Hein. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe à Cherbourg en ce moment? Est-ce qu'il y a beaucoup de célibataires? Oui, il y en a pas mal. Bon. Ça se porte plutôt bien. Bon, pendant cette émission, nous avons également le plaisir d'avoir Alexandre qui est avec nous et qui interviendra en tant qu'expert de l'investissement. Alexandre, comment ça va? Bah écoute, impeccable, et toi? Eh ben super. Alors, vous n'hésitez pas à vous reposer sur Alexandre si jamais vous avez besoin d'éclaircissements sur les investisseurs. Alors, on commence tout de suite avec un petit sujet que nous avons préparé et qui pose bien le débat. Regardez. En 2023, en France, 35% des achats immobiliers ont été réalisés par des personnes seules. Le budget moyen d'un célibataire pour un appartement en ville se situe entre 180 et 250 000 euros, selon la localisation, bien entendu. Les banques demandent souvent un apport personnel d'au moins 10 à 15% pour un achat immobilier en solo. Voilà, alors donc ça pose la chose, c'est un vrai phénomène, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, vous le voyez dans vos régions, j'imagine, qui vivent seuls. Lise, par exemple, alors, à Nîmes, est-ce qu'il y a beaucoup de célibataires? 34% de célibataires, c'est la 17e ville de France, avec le plus grand nombre de célibataires, donc ça fait quand même du monde. Bon, acheter seul ou acheter seul, est-ce que c'est un pari risqué ou une véritable opportunité? Patricia, tu en penses quoi? C'est une opportunité. À Romorantin, on compte 58% de propriétaires
célibataires avec ou sans enfants, soit 3,5% d'hommes sans enfants. On est à 4,5% environ de femmes sans enfants et tout le reste, c'est des familles monoparentales. Donc là, on peut noter qu'il y a une forte majorité de femmes qui investissent seules, bon, parce que déjà, elles ont une plus grande... C'est un petit peu ton cas, Patricia, je crois, oui, non? c'est ça. Tout à fait, oui. Explique-nous un petit peu ton parcours. J'ai acheté un appartement, moi, il y a à peu près 10 ans. Donc, j'ai commencé par acheter un appartement pour faire du locatif, pour pouvoir générer un patrimoine et puis... générer le fameux cash flow. C'est ça, exactement. Parce que je ne savais pas, du coup, moi, où m'installer. Moi, c'est Bruno, c'est pas du coup. Hein. Oui, Bruno. Oui. J'ai préféré, en fait, installer des gens avant de, moi, me poser. D'accord. Et ensuite, quelques années après, j'ai acheté ma maison. Donc, ça n'a pas été sans difficulté, évidemment. Mais ce qui est important de noter, c'est que lorsqu'on présente un dossier qui est vraiment bien ficelé à la banque, il faut avoir un bon comportement bancaire également. Alors, le bon comportement bancaire, ça veut dire quoi, Alexis, alors du coup ? C'est déjà d'avoir un dossier qui est solide, qui a été anticipé, sur lequel, effectivement, on demande le fameux apport que les banques aujourd'hui vont demander. Alors, tout à l'heure, là, on disait vivre seul. Les familles monoparentales, c'est pas vivre seul. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On vit avec ses enfants, c'est quand même des personnes à part entière. Alors, c'est des personnes à part entière et ça va changer le reste à vivre, pour le coup, demandé par les banques. Quand on est seul, il est de... oui. Donc là, on y va dans les chiffres. Il n'y a pas de sentiment, là, le reste à vivre. On est directement dans le sujet, on est d'accord. Tu me diras si les banques parlent d'autre chose que de chiffres. Non, donc, 850 € pour une personne seule. Et effectivement, quand il y a des enfants, on demande 300 € de plus de reste à vivre à chaque fois. Donc, ça change la donne. Donc, ça complexifie, en fait, quand on n'est pas en couple. C'est ça qu'il faut dire à nos téléspectateurs. Ça complexifie un petit peu l'obtention des prêts. Mathieu, dans ton secteur, justement, est-ce qu'il y a beaucoup de célibataires ? Bon, Agde, Cap d'Agde, Gros d'Agde. Oui. Est-ce que les gens restent longtemps célibataires, finalement ? Alors, nous, on a 30% de célibataires chez nous. On a 25 000 habitants toute l'année. Et l'été, on monte à plus de 300 000 habitants. Donc, il y a quand même... on est la plus grosse station balnéaire quand même d'Europe. Est-ce qu'on peut dire que dans les stations balnéaires, les couples se forment ? Bien sûr. Les couples se forment au Cap d'Agde, évidemment. Bien évidemment. Je vous invite tous à venir au Cap avec grand plaisir, mais bien sûr. Mais avec moi, ça n'a pas marché encore. Non. Bon. Ah oui, c'est ça, tu es toujours célibataire. Oui. Donc. Alors, justement, peut-être ton expérience personnelle ou... dans ton métier, est-ce que vous vous occupez souvent de célibataires ? Oui. Alors ? Oui. On a beaucoup de célibataires et finalement, les célibataires en général, ils veulent acheter pour l'indépendance, mais ils ont aussi besoin de beaucoup de conseils. C'est ça. Et l'accompagnement, c'est quelque chose aussi qu'on apporte en tant qu'agent immobilier. On apporte des artisans, des gens de confiance qui peuvent aussi aider les gens à avancer dans les projets. Bon, Michael Sabin a été à Marseille interviewer Floriane, qui a sauté le pas pour acheter seule. Regardez ce qu'elle nous dit. J'ai décidé d'acheter seule parce que je me sentais prête financièrement et émotionnellement à franchir ce nouveau cap dans ma vie. Je ne me voyais pas attendre d'être en couple. Je voulais avancer à mon rythme et là, j'étais dans la capacité de le faire. Alors, j'ai conscience qu'en achetant seule, je vais acheter plus petit, mais au moins, ça me permet dès maintenant de sécuriser mon avenir et c'est ce dont j'avais besoin. En étant locataire depuis plusieurs années, de plus en plus, je me faisais la remarque que je jetais de l'argent par la fenêtre et ça devenait de plus en plus inconcevable. Donc, c'était le moment. J'ai rencontré plusieurs difficultés dans tout mon processus d'achat. Déjà, au commencement, avec la recherche, le marché à Marseille est très dynamique. Face à un couple, très souvent, je ne faisais pas le poids. C'est plus rassurant pour un propriétaire de faire appel à 2 personnes qui ont une capacité d'emprunt plus élevée, une capacité du coup de remboursement peut-être plus importante et sécurisante par rapport à moi qui suis toute seule dans ce projet-là. Même avec un emploi stable, c'est vrai qu'il a fallu que je fasse mes preuves auprès de la banque et les rassurer sur ma capacité à rembourser. Et comme j'ai pas non plus d'historique d'emprunt, il fallait que je fasse plus de preuves, que je démontre plus de choses, pour leur dire que j'étais en capacité de le faire. Voilà, alors là, on le voit, acheter seul célibataire, c'est difficile, mais une femme seule,
on dirait que c'est plus compliqué avec ce témoignage. Patricia, tu en penses quoi? Alors, compliqué, oui et non. En fait, encore une fois, hein, quand on a tous les outils... Par lesquels, justement? On a je dirais que, en fait... tu dis les banques maintenant ne font plus vraiment de différence quand on est une femme. Est-ce que vous ressentez en tant que femme cette ségrégation encore ou pas? Non, pas du tout. Je vois aucune différence sur les dossiers que j'ai accompagnés notamment. J'avais une cliente. Le reportage représente bien, je dirais, ce qui se fait. C'est une photo type de ce qu'on fait aujourd'hui. Une cliente arrivée de Paris, difficile de trouver une location sur Nîmes. Finalement, on part sur un achat. Ouais. Elle a acheté le bien type d'un célibataire sur Nîmes, un appartement 2 pièces, 160 000 €, on l'a vu, sans travaux, avec un bon diagnostic de performance énergétique. C'est vraiment le bien type. Donc non, il n'y a pas de différence, femme ou pas. En tout cas, tant mieux, parce qu'effectivement... Bruno, comme on est plus fort à deux que tout seul, j'aide Alexandre qui a quelque chose à ajouter au niveau investissement. Non, alors pas forcément que l'investissement, mais quand on veut acheter seul, il y a quand même un élément qui est très important, c'est la préparation du projet. La préparation du projet, c'est 80% de la réussite. Ça, c'est ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut connaître un peu sa capacité d'endettement déjà en amont, donc les fameux 35% de taux d'endettement, etc. Mais surtout, il va falloir envoyer des signaux positifs à la banque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sais que ma capacité, elle est de 800 € par exemple par mois de remboursement d'un crédit, ce qui peut être très intéressant, c'est d'ouvrir un compte annexe dans cette même banque et tous les mois de mettre cet argent-là de côté pour démontrer... Une sorte de séquestre un peu. Exactement, pour démontrer déjà deux choses, qu'on est en capacité à mettre des économies de côté. Donc une bonne gestion financière. Et deuxièmement, de dire, vous voyez, je suis capable de mettre 800 € de côté tous les mois, donc demain, je serai capable de le mettre dans mon remboursement de crédit. Très bonne astuce. Très bonne astuce. Donc ça, il faut l'anticiper. C'est quoi, 6 mois, pendant 6 mois à peu près? 6 mois quand on est hors de sa banque. Donc ça peut être bien pour aller draguer d'autres banques, etc. Par contre, dans sa propre banque, en général, ils reprennent un historique que de 3 mois. Très, très bien. Alors là, c'est une bonne astuce, du coup, effectivement, de mettre de l'argent et de démontrer à sa banque qu'on a la capacité de la mettre de côté. C'est inévitable parce qu'effectivement, une banque qui va avoir des découverts sur plusieurs mois, même si on ne dépasse pas le droit de découvert, ça va faire très mauvais effet. C'est ça. Alors, c'est aussi un avantage d'être seul, c'est qu'on n'est pas lié à la mauvaise gestion financière de quelqu'un. Ah, oh là, ça sent le vécu, ça. Non, le retour d'expérience de mes clients. Bon, d'accord. On a aussi 2 cas de figure de célibataires. On va avoir le primo-accédant, qui est vraiment dans le début de sa vie, qui peut être un premier achat. Et on va avoir le célibataire à la suite d'une rupture sentimentale, d'un divorce, donc qui aura peut-être un certain patrimoine. Sur la partie côtière, donc du Val-de-Saône notamment, ça va plutôt cibler vraiment des personnes qui vont déjà avoir un certain patrimoine, parce qu'on peut avoir des prix à 3 000 – 4 000 € le mètre carré, c'est vite inaccessible. Les personnes, les jeunes qui ont travaillé dans le Val-de-Saône vont plutôt aller dans les terres pour l'accessibilité. Et ensuite, on a vraiment 2 salles, 2 ambiances, où on a Cherbourg. Et Cherbourg, à savoir, c'est quand même la première région en France qui crée le plus d'emplois dans l'industriel sur les 8 dernières années, avec plus de 30%, avec des salaires qui sont entre 2000 et 2500. Alexis, on l'écouterait pendant des heures. D'un autre côté, je ne suis pas sûr pendant des heures. Mais en tout cas, on a bien vu que Cherbourg est une ville qui a le vent en poupe. J'avais envie, avant de te donner la parole, Patricia, que l'on aille dans la rue recueillir un peu les propos de nos téléspectateurs qui nous disent qu'est-ce qu'ils ressentent de l'achat en célibataire. Non, j'ai envie de dire que c'est très compliqué d'acheter au point de vue du choix de l'appartement et aussi du crédit immobilier. J'ai dû faire appel à un courtier en prêt immobilier pour obtenir mon crédit. Je pense pas qu'il y ait d'impact sur le fait d'être une femme célibataire. Après, je pense que ça dépend de la situation de chacun. Alors, je pense que c'est pas toujours simple parce qu'acheter seul, on a une capacité d'endettement qui est quand même assez limitée comparée à 2. Et avoir ce poids sur les épaules, ça peut être aussi un peu effrayant, mais quand on est accompagné par de bons agents immobiliers qui nous rassurent, on ne peut qu'aller vers un projet très positif. Alors non, pas du tout. C'est aussi simple, je dirais, à partir du moment où on peut justifier de revenus suffisants et de respecter l'endettement de 35%, de faire un prêt à une personne seule, en gardant toujours la notion du reste à vivre, c'est-à-dire que si cette personne seule a 1 ou 2 enfants, il faudra un revenu plus conséquent parce qu'elle veut justifier d'un revenu suffisant après avoir payé son emprunt pour vivre, tout simplement.
Donc il faut être vigilant sur ce sujet-là. Alors bien heureusement, aucune différence, que ce soit une femme ou un homme, sont considérés exactement de la même manière, donc ils peuvent justifier d'un emprunt pour acheter leur bien. Bon, on remercie Laetitia Dutertre qui a fait le reporter sans frontières dans son secteur. On le voit dans la rue, le courtier qui prend la parole. L'obtention d'un prêt pour un célibataire, ça demande quand même de s'y préparer, Alexis. Totalement. Alors ça va demander donc à s'y préparer, donc comme on disait, pour un dossier qui va être concis, avec un apport, avec vraiment ne pas venir les mains dans les poches, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la concurrence est rude sur le marché d'un point de vue acquéreur. Et d'ailleurs, j'ai aussi une petite astuce pour nos téléspectateurs. Qui, je pense, peuvent les intéresser. Aujourd'hui, sachez que vous avez une méthode simple qui vous permet de calculer un taux d'emprunt mensuel. Dis donc, toi, le petit canaillou, donc, tu vas reprendre la petite astuce que je t'ai donnée avant le... Qu'on s'est partagé en commun. Alors, et donc, on va prendre l'exemple. Demain, vous allez faire un emprunt à 100 000 €. En étant sur un taux approximativement à 4%, vous multipliez par 6 cette somme. Donc vos mensualités seront à peu près de 600 € par mois. C'est ça, donc c'est facile. Effectivement, vous qui, quand vous regardez et vous voulez acheter, 100 000 €, 600 €, 200 000 €. Pardon ? 1200 €. 1200 €. 1200 €. Voilà, donc on multiplie par 6 le montant et effectivement, ça permet tout de suite de pouvoir se positionner. On sait combien on peut emprunter et on sait qu'est-ce qu'on peut dépenser quand on va visiter un appartement. Est-ce que, Mathieu, tu as une anecdote croustillante à nous raconter sur un célibataire qui a bien réussi son achat ou au contraire, qui se serait planté ? Alors moi, j'ai beaucoup dans ma région de personnes qui viennent s'installer pour ce qu'on va appeler une deuxième vie, une retraite ou après une séparation, après un divorce. Et on a beaucoup de personnes justement de plus de 50 ans, 50, 60 ans, qui viennent s'installer dans notre région pour justement profiter de la mer et profiter du soleil. Bon, j'avais envie qu'on écoute un courtier qui a été interviewé par Jérémy Saclier et qui va nous donner quelques conseils pour aller voir sa banque. On en a parlé un petit peu, regardez. Les conditions d'emprunt pour une personne seule, c'est d'avoir suffisamment d'épargne de côté. Il est important de mettre en place, tous les mois, un petit virement de côté lorsque nous sommes locataires. Si nous sommes hébergés à titre gratuit, mettre en place un petit virement permanent équivalent à la future mensualité de prêt. C'est également important pour une banque d'avoir des comptes propres. Éviter les découvertes non autorisées et les commissions d'intervention. Bon voilà, on le disait, ce que disait Alexandre, effectivement, ça confirme, Alexandre, ce que tu disais tout à l'heure. Montrer à la banque que l'on est en capacité de pouvoir assumer sa mensualité, c'est important. Totalement, et en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est connaître les règles du jeu du banquier. Donc un banquier, aujourd'hui, il a besoin de quoi? Il a besoin de sécuriser ce qu'il va vous prêter, d'accord? Donc une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je connaisse ces règles. Les règles, le fameux HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière, qui vient réguler... Déjà, il a dit des gros mots, là, ça y est. Voilà, je suis désolé, on rentre dans de la technique, je suis désolé. Mais ça vient réguler ce que les banques peuvent faire, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que notamment quand on va faire sa première acquisition, d'accord, on fait partie potentiellement des dérogations bancaires. D'accord. La banque, elle a le droit, dans 20% des cas, d'accorder, de sortir du cadre des 35% d'endettement. Je suis d'accord, mais réagissez là. Quelqu'un qui gagne 2 000 €, il ne va pas avoir de dérogation pour avoir plus de 35% d'endettement. Alors, attention, on est d'accord ou pas? On ne va pas lui prêter jusqu'à 50% de taux d'endettement, voilà, on est bien d'accord. Par contre, parfois, ça peut changer un projet d'avoir le fait de déborder 2-3% et de monter à 38-39%. D'autant plus quand on est jeune et qu'on a par exemple un CDI dans lequel on vient de commencer, on peut démontrer aussi que par rapport au poste qu'on a, on a des possibilités d'évolution et donc du coup, ça viendra tasser tout ça. Bon, on le voit, dans les régions de France, c'est parfois compliqué, mais finalement, les célibataires s'en sortent bien. Bon, les gens en couple également. C'est pas si compliqué que ça si effectivement vous prenez les précautions et les conseils qu'on vient de vous donner dans cette partie pour nous donner un petit peu de fraîcheur dans cette émission. J'avais accueilli il y a quelques jours dans ce plateau Denis Maréchal qui nous a fait l'amitié d'être notre invité du dimanche et on regarde la première partie de cette interview. Notre invité du dimanche aujourd'hui est Denis Maréchal et c'est un immense plaisir pour moi. D'abord, l'actualité de Denis en ce moment, il y a beaucoup de choses. Alors, déjà, jeune papa.
Oui, jeune papa, ça fait 13 mois. C'est assez. Je cherche, ça fait 13 mois que je cherche des mots. C'est assez dingue, ouais. Et puis, alors, donc, la vie artistique continue, bien évidemment. Film, pièce de théâtre, la tournée qui reprend. Oui. Alors, le film, il s'appelle Le Fantôme des Saintes. C'est ça. Que nous avions tourné donc aux Saintes. Alors, tu joues un capitaine de gendarmerie. Capitaine de gendarmerie. T'es un bon acteur. Non, parce qu'on n'y croit pas. Au départ, comme ça, c'est pas gagné. Non, capitaine de gendarmerie, très sérieux. Et puis voilà, hyper focus sur son enquête. Ouais. Voilà, avec une partenaire, Anne Dessy, qui est lieutenant de gendarmerie. Il se trouve qu'on doit enquêter ensemble et qu'on a un passé en commun. Aïe. Aïe. Il se passe des choses. Il s'est passé des choses, il va s'en repasser. Bon, alors, Denis Maréchal, acteur. Alors là, il y a une affaire de potes, on peut dire ça, effectivement, qui est maintenant, va arriver à la fin de l'année avec Manu Joucla. Avec Manu Joucla, il y a un film qui s'appelle Père Noël à domicile, qui est diffusé sur une chaîne que je peux citer. Ah bah voilà. Puisque c'est M6. Ouais. Ça s'appelle Père Noël à domicile. Alors, juste le pitch sans dévoiler. Le pitch, c'est que c'est un homme qui est un peu en galère, qui veut passer la soirée de Noël en famille. Bien sûr, il a une petite fille, il a sa femme et tout, mais pour pas perdre son boulot, il est obligé de passer la nuit à distribuer des cadeaux à des gens, et donc ça va permettre de voir plein de scènes, parce qu'il va se déplacer chez des gens plus ou moins spéciaux. Ah oui, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on voit tous les artistes qui fait que ça fait plein de petites scènes, quoi. Plein de petites scènes. Tu joues quoi, toi? Moi, je joue l'invité de Shirley Bousquet. Voilà, je suis son mec. Et puis j'ai des surprises. Et puis elle a une famille un petit peu folle. Et puis j'apprends des choses sur elle en même temps. Encore un film où on va se marrer. On se marre. Un bon film de Noël où on va se marrer. Alors on va se marrer aussi. C'est avec. Tu parlais de Shirley Bousquet. Pièce de théâtre qui arrive. Encore avec elle. Encore. C'est une pièce avec Philippe Carrois et avec aussi Stéphanie Pastor-Camp. Ça s'appelle Paillettes. Alors c'est une pièce qui aborde des sujets, un sujet sérieux, c'est-à-dire la fécondation in vitro, enfin le désir d'enfant ou non. C'est sérieux, mais le sujet est sérieux, mais on va rigoler. Mais on se marre. Bon, et puis bien évidemment. Le spectacle reprend ou continue? Ouais, continue, c'est ça. J'écris, quand il m'arrive un truc, je l'écris. Donc le spectacle, il évolue comme ça selon ma vie. C'est ça ta particularité, c'est-à-dire que tu as un spectacle et au fur et à mesure, tu rajoutes des choses. Je rajoute des choses, j'en enlève. Puis il y a aussi de l'impro avec les gens et tout. Donc là, des dates en novembre et en décembre, je crois. Ouais, je suis au Mans, à La Rochelle, à Aix, enfin un peu partout. Bon, cette première partie d'interview, déjà, on en sait déjà pas mal. En deuxième partie, on va regarder un peu le parcours de Denis au travers de son immobilier. Très intéressant. On se retrouve tout à l'heure? Allez. Une première partie d'interview avec Denis Maréchal. On passe un super moment. 4 nouveaux chroniqueurs, 4 nouvelles régions qui sont dignement représentées avec une petite nouvelle, Farah. Oui. Bonjour à tous. Je vais super bien. Je suis très ravie de vous retrouver et puis en même temps de rencontrer mes collègues chroniqueurs. Alors, Auxerre, tu vas nous parler d'Auxerre. Oui. Alors, en quelques mots, combien d'habitants? C'est quoi le marché d'Auxerre? Rapidement, pour ta première. Rapidement, c'est 134 000 habitants à peu près. On a eu une légère augmentation depuis 2 ans puisque la ville était plutôt en perte de population. Mais là, ça se recentre et donc ça revient à nouveau vivre à Auxerre. D'accord. Combien ça coûte pour habiter à Auxerre? Pour habiter à Auxerre, pour une location sur un type 2, par exemple, on est autour de 600 €. 600 €. 600 €. Charge comprise. Bon, on a également, merci beaucoup d'être avec nous, Malika, qui est un peu une habituée, Mont-de-Marsan. Oui, de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Tu adores ta ville. J'adore ma ville. Je vous invite tous à venir habiter chez nous en Mont-de-Marsan. Ouais. Mont-de-Marsan, on est situé dans le sud de la France.
Alors que Jérémy, il n'aime pas du tout Mont-de-Marsan, il aime plutôt... j'aime beaucoup les Landes. Et tu m'as dit avant... j'aime beaucoup les Landes, mais moi, je ne suis pas à l'ouest, je suis à l'est, sud-est. Sud-est. Alors là, effectivement, pas très loin aussi. Hein, moi, je représente la Drôme, fièrement, Romans-sur-Isère, Valence, les alentours. Mais c'est une région incroyable, hein, d'ailleurs, hein, même touristiquement parlant. Est-ce que tu as beaucoup de célibataires chez toi? Ça se développe, et on a de plus en plus de célibataires, autant d'étudiants que de jeunes cadres qui arrivent sur le secteur. Bon. Et alors, bien évidemment, pour représenter le Nord, nous avons Tiffany, qui est pas venue les mains vides hein, aujourd'hui. J'ai fait une tarte au sucre fait maison. Ah bah voilà, alors il ne te reste plus qu'à la découper. Ce que je vous propose pour démarrer efficacement et rentrer dans le vif du sujet, c'est de regarder un petit peu dans cette deuxième partie quelles sont, je dirais, les tendances sur la location en solo. Un petit sujet qui est préparé par Rémi. Regardez. En 2023, en France, 44% des locataires vivent seuls. Le loyer moyen pour un T1 se situe entre 500 et 700 euros à Lille, pour Lyon entre 6 et 800 euros, et enfin pour Paris entre 800 et 1200 euros. Il faudra ajouter à ce budget les charges courantes d'électricité, d'eau et Internet qui représentent en moyenne 100 à 150 euros par mois. Et voilà. Alors là, ça positionne tout de suite les choses. On voit 44% des locataires vivent seuls. Alors, on peut peut-être, pour raccorder aux chiffres des grandes villes, donner le loyer moyen. Par exemple, à Auxerre, c'est combien le loyer moyen? Le loyer moyen, pour par exemple un studio, on va dire qu'on est à 250 €. Mais après, bien évidemment, quand on augmente, ça voilà, oui. Tout à Tiffany, c'est quoi le loyer moyen dans ton sur coin? Valenciennes, parce qu'on est beaucoup, enfin, il y a plus d'appartements sur Valenciennes et pas mal de célibataires, 37% de célibataires sur Valenciennes quand même. Ah, quand même. Et on est sur à peu près entre 300 et 400 €, voire 500 € si on part sur un plus grand. Sur un plus grand, Jérémy? Sur Romans, on va compter, alors on va avoir beaucoup de T2, enfin les deux pièces. On va être sur entre 500 et 650 €. Ah, c'est pas donné hein. S'il est loué à nu ou meublé. Bon, alors Mont-de-Marsan? Mont-de-Marsan, pour un studio, ça varie bien évidemment selon le mètre carré. En moyenne 300 et 400 €. Entre 300 et 400 €. Alors justement, je me retourne vers l'investisseur qui est avec nous. Est-ce que les investisseurs louent facilement à des célibataires? Et quel conseil tu donnes à un investisseur pour sa location? Non, un propriétaire bailleur, lui, tant qu'il a un locataire et qu'il est viable financièrement avec toutes les garanties, tu peux louer à quelqu'un qui est seul ou quelqu'un qui est en couple. D'accord. La plupart des bailleurs vont même préférer le couple en cas de difficulté de l'un ou de l'autre. Donc c'est plus dur quand on est locataire et qu'on vit seul de trouver justement des logements. Après, on va demander, c'est un peu comme tout à l'heure on parlait des banques, beaucoup plus de garanties, des garants ou tout simplement de prendre des cautions même externes quand on n'a pas de garant. Bon, il y a différents profils de locataires et de personnes qui vivent seules. Hein. Il y a les étudiants, il y a les seniors, il y a les jeunes divorcés. Est-ce qu'on a une répartition, je dirais, géographique? Peut-être que les divorcés vont dans le sud un peu faire la fête, etc. Qu'est-ce que tu en penses? On a beaucoup de divorcés de l'après-Covid. Ouais. Mais non, enfin, chez moi, du moins, ça va être, on va avoir un panel assez large. On va avoir des étudiants, on va avoir des divorcés, on va avoir des jeunes actifs qui arrivent sur le secteur également. Donc, en premier emploi, ils ont besoin de se loger. Ça y est, ils quittent le nid. Quelle est la typologie de biens et le profil des locataires, par exemple, à Auxerre? La typologie de biens qui se loue régulièrement sur Auxerre, on va commencer par un F2. D'accord. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur des prix à peu près à 500, entre 500 et 600 €. Et puis après, on a des personnes qui vont louer, qui sont plus dans la tranche d'âge à partir de 40 ans. Bon, moi j'aime bien qu'on aille dans le détail. À Auxerre, le meilleur quartier pour un célibataire. Est-ce que tu peux nous décrire ce quartier? Le meilleur quartier pour un célibataire, c'est le centre-ville. Ah oui. C'est le centre-ville parce qu'on a tout à proximité. Il y a les commerces, il y a les bars, il y a ce qu'il faut pour... Il y a la vie, quoi, voilà, en fait. Il y a la vie, exactement. Oui, même question pour toi, Tiffany. Alors, toi, tu as des petites communes, tu as aussi des grandes communes dans ta zone, je dirais, d'expertise. Alors souvent, nous, moi, je suis beaucoup confrontée sur des célibataires qui sont malheureusement, du coup, veufs ou veuves. Ah. Et du coup, alors c'est peut-être... Elle a plombé l'ambiance en 2 secondes. Ah ouais, mais bon, alors, c'est
c'est une réalité parce qu'en fait, c'est des personnes qui vont chercher, qui sont aujourd'hui donc dans des petits villages et qui vont essayer de se rapprocher, genre sur Valenciennes, où on est du coup à la proximité des médecins, des centres commerciaux, toutes les commodités. La vie sociale, les commodités. Et en fait, c'est des gens qui vendent de leur maison pour pouvoir partir en location et du coup faire plaisir à leurs enfants aussi. Donc ça... c'est intéressant. Donc tu dis qu'effectivement, quand il arrive un drame dans sa vie comme celui de perdre son conjoint, les gens vendent leur maison pour des raisons éventuelles différentes et vont ailleurs s'installer en location. C'est une tendance aussi chez toi ? C'est une tendance, c'est ce qui se voit parce que tout simplement, une personne seule, déjà dans une grande maison, il faut l'entretenir, ça a des coûts. Si c'est des personnes âgées, c'est les coûts, les charges, effectivement. Si c'est des personnes âgées, si on a un terrain de 1000 m², faut l'entretenir, en fait. Une maison, il y a la toiture, il y a beaucoup de choses. Quand on part en location, tout de suite, on est déjà plus serein. On paye son loyer. Alors, si en plus on est en appartement, si on veut partir 1 mois, 2 mois, souvent les grands-parents, c'est ce qu'ils font. Ils voyagent, ils partent avec des amis, ils ferment l'appartement, ils reviennent dans 2-3 mois, ils réouvrent, ça n'a pas changé. C'est ça. Bon, tu es peut-être plus la mieux placée pour en parler, mais le spot à Mont-de-Marsan, quand on est célibataire, on va s'installer où dans quel quartier de Mont-de-Marsan tu recommandes pour les célibataires? Déjà, en Marsan, il y a 24% de célibataires, des gens qui vivent seuls. Le quartier typique où on peut s'installer en tant que célibataire, c'est la place, cette fameuse place rouge, la place Saint-Roch, qui est située en plein cœur du centre-ville. Pourquoi la place rouge, Bruno? Parce qu'il y a les bars, comme on disait tout à l'heure, les discothèques. Non mais alors voilà, alors ça c'est le cliché. Est-ce que c'est vraiment un cliché? Donc alors on est célibataire, on va dans les bars, on va faire la fête, etc. Est-ce qu'il y a des célibataires sages dans vos villes? Jérémy? Comme partout. Maintenant, quand on est célibataire, on a envie de sortir. Il y a vite cette sensation de solitude quand on est chez soi. On rentre chez soi, hop, on est dans sa bulle. On veut sortir. La vie sociale est super importante aujourd'hui. Exactement. Et il y en a qui n'ont pas forcément le permis aussi. Donc du coup, cette proximité... Mobilité, alors effectivement, donc quand on parle de célibataire, c'est vrai qu'on voit un jeune trentenaire ou 25-naire qui vient avoir son premier appartement et qui n'arrête pas de faire la fête. Mais comme on le disait, il y a plusieurs sortes de célibataires au fil de la vie. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, chez toi, de quelqu'un qui a vécu en couple et puis tout d'un coup qui se trouve célibataire et qui a été un peu perdu ou au contraire, ça s'est bien passé? Exactement. Donc moi, j'ai eu une famille, je me suis occupée d'une famille avec qui j'avais vendu une maison. Quelque temps après, problème de finances, problème d'argent, ils ne pouvaient plus subvenir aux besoins de la famille, donc ils sont séparés. Et je me suis retrouvée à essayer de trouver un logement à l'épouse. Ça a été une problématique parce qu'on revient sur les revenus. C'était très, très compliqué. Au début, elle voulait acheter un bien, elle ne pouvait pas financièrement, donc elle s'est... rabattue sur la location. Exactement. Alors Alika, c'est très intéressant ce que tu dis. Je me retourne vers Alexandre pour savoir, en quelque sorte, si effectivement la position de célibataire locataire est une position enviable ou est-ce qu'il vaut mieux acheter? J'ai un avis assez tranché, c'est que dès qu'on peut acquérir un bien, il vaut mieux l'acquérir. Je vais juste te donner quelques stats. Si on s'amuse à regarder sur un crédit de 20 ans, d'accord. Au bout de 20 ans, j'ai quelque chose qui m'appartient et j'ai même certainement quelque chose qui aura évolué dans le temps parce que le prix de l'immobilier évolue dans le temps. D'accord. Au bout de 20 ans, les ruines t'appartiennent, c'est ce qu'on disait dans les sketchs. Au bout de 20 ans, si tu veux, les ruines t'appartiennent. Mais au moins, tu as quand même quelque chose. Quand tu es locataire, c'est une perte sèche directe. Donc, c'est-à-dire que à la fin, dans 20 ans, tu n'as rien. Et pire, si je prends les 20 dernières années, tous les ans, le loyer moyen a augmenté de 1,26%. Ce qui veut dire que globalement, tu te retrouves au bout de 20 ans à avoir eu une augmentation de 25% de ton loyer. D'accord, mais enfin avec les droits, etc., est-ce que ce n'est pas le prix de la liberté de louer finalement? On peut s'en aller quand on veut, on peut déménager. Quand on achète, on est un peu attaché au bien. C'est plus compliqué, Malika. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, l'avantage quand on loue, effectivement, c'est pouvoir quitter le logement quand on le désire. C'est ça. L'avantage qu'on peut avoir aussi, quand on devient propriétaire, quelque part, c'est de l'argent qui dort, puisque si on est amené à revendre le bien quelques années plus tard, on se fait une belle plus-value. Exactement. C'est un investissement. C'est un investissement. Bon, alors on le dit, on en profite, les plus-values, attention au miroir des plus-values. Le Covid a fait flamber les prix, et puis aujourd'hui, les propriétaires s'aperçoivent que cette flambée des prix a été un peu artificielle.
et les prix redescendent. C'est ça. C'est difficile pour les propriétaires d'accepter cette baisse. Oui, mais ça, les propriétaires, ils ont qu'à bien se tenir. Et puis c'est tout. C'est compliqué de leur faire comprendre aujourd'hui. On est un petit peu à la bourre sur cette deuxième partie. J'aimerais qu'on termine avec un petit pour ou contre. Est-ce que vous pensez que vivre seul est un choix égoïste et antisocial dans une société où la solidarité et la communauté, la communauté devrait primer? Vous pensez quoi? Est-ce que c'est un choix égoïste de vivre seul? Non, c'est pas un choix égoïste. Je pense que souvent, ces cas de figure, c'est parce que, à partir d'un certain âge, ont déjà vécu une histoire et du coup préfèrent justement se retrouver seuls un laps de temps. Pas égoïste pour toi. C'est pas égoïste. Pas pour égoïste. Moi. Non. Après, c'est selon le cas de figure. Moi, je dirais que c'est pas égoïste non plus. C'est pas un peu antisocial de vivre tout seul, reclus? Non, ça dépend des projets de vie de chacun. En fait. Alors moi, en préparant cette émission, je vous le dis quand même, Howard Hughes, Jack Nicholson, ils ont vécu seuls, ils ont vécu reclus après avoir connu la célébrité. Ils sont connus pour, en quelque sorte, aimer la vie en solitaire. Et ils aimaient la vie en solitaire parce qu'ils ne pouvaient pas supporter que quelqu'un d'autre, je dirais, intègre leur intérieur. Oui. Bruno, on le voit souvent, nous, en Mont-de-Marsan, parce qu'on a la base de 118, moi, je le vois souvent avec mes clients, avec des familles, des militaires, quand leur époux part en mission 6 mois dans l'année, quand il revient de sa mission, c'est la guerre dans la famille. C'est la guerre. Ils n'ont plus l'habitude de vivre, de cohabiter ensemble. Un bel exemple, on le voit beaucoup aujourd'hui, alors à partir de 50 ans, je vais dire, beaucoup de gens qui se remettent en couple, donc suite à des divorces ou des décès, des veufs, mais chacun de son côté. Et ça permet de partager seulement les bons moments et d'avoir, exactement. On recevra tout à l'heure, en troisième partie, la thérapeute d'un site très connu de rencontres. Cette émission, c'est aussi l'émission des régions. On a été dans les Alpilles. Visiter un petit peu cette région fantastique. Je ne sais pas si vous la connaissez, à côté de Romans-sur-Isère. Ah oui! C'est cool. D'accord. Très bien. Allez, alors voilà. J'ai 6 ans, donc on est d'accord. Non, c'est 60. Ah non plus. Merci. Bravo. Très gentil. Je vais couper le gâteau, obligé, effectivement. Très belle attention, merci. Qui c'est qui a préparé ça encore? Voilà. Je suis un tout petit peu ému quand même, donc on va découper le gâteau et on se retrouve, les amis, tout de suite en troisième partie, parce qu'il y a encore des choses à dire quand même, mais on va découper le gâteau quand même. Magie de la télé, le temps que je découpe ce superbe gâteau d'anniversaire. Merci les amis, ça a été franchement... Donc on a la chance dans cette troisième partie interactive de recevoir Aurore. Bonjour Aurore, sexologue, docteur en neurosciences, et tu es le sexo ou la sexo d'un site qui s'appelle Bumble et qui est effectivement qui te permet d'être une observatrice avisée des tendances sur le célibat en France. Tout à fait. Bon, on va voir ça avec toi. La température chauffe, Michael. La température monte. Attention. Surtout à Marseille. À Marseille, ça monte. Il y a beaucoup de célibataires à Marseille? Il y a 40%, Bruno, de célibataires à Marseille. Alors, Aurore, un petit bout de gâteau peut-être? J'ai déjà eu. Ça y est, c'est bon? Il ne reste plus que moi. Et également, dans cette troisième partie interactive, notre expert de choc, Christophe Alioussef, qui représente dignement l'Ouest parisien. L'Ouest parisien et qui se régale avec la tarte au sucre de Tiffany, notre consultante du Schnorr. Du Schnorr? Je prends des forces. Ah oui, d'accord, du Schnorr. Et pour terminer en beauté, ces présentations d'experts, Marie Gauthier, qui est notre chouchoute, on le dit à chaque fois, mais qui œuvre dans le Beaujolais. Beaujolais, Val-de-Saône. Val-de-Saône, et là, effectivement. Pour démarrer cette partie, j'aimerais, Aurore, qu'on fasse un petit tour d'horizon avec toi sur quelle est la tendance, je dirais, aujourd'hui, quand on est observatrice comme toi sur un site de rencontre, des célibataires. Ils ont quelle tête? Qui sont ces célibataires en France? Ils ont plein de visages. Il va y avoir des différences en fonction des tranches d'âge et aussi de s'ils vivent en ville ou s'ils vivent plutôt en province. D'accord.
Donc après, il va y avoir plein de paramètres sur lesquels on peut Alors sur le site dont tu t'occupes, est-ce qu'il y a une cible particulière? On sait que les sites se thématisent un petit peu ou se sectorisent. Sur le site dont tu t'occupes, c'est quelle tranche d'âge? C'est plutôt à viser des 18-35 ans à peu près, mais on sait qu'il y a aussi de plus en plus des célibataires qui se séparent après un divorce, par exemple, et qui vont de plus en plus utiliser ces applications de rencontres. Est-ce que d'abord les gens qui vivent seuls, ils ont besoin d'être aidés? Ça va dépendre en fait. Des fois, on va avoir des personnes qui vont venir en cabinet suite à des histoires assez difficiles et qui vont avoir besoin de faire le point pour repartir sur le bon pied. Est-ce que, sans nous citer de nom, tu peux nous donner un exemple de couple, enfin d'un célibataire qui a été en couple, ça s'est bien passé, et puis inversement, un couple qui sont devenus célibataires et ils n'arrivaient pas à supporter la solitude? Est-ce que tu as des exemples comme ça, sans citer de nom, bien sûr? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est vraiment le fait de vivre seul, ça va être vécu de manière très différente par chaque personne. En fait, si déjà le célibat il est choisi, ça va pas être, on va pas être dans la même attitude que si le célibat il est subi. Forcément. Donc après, on va avoir des personnes qui ont pu rester très longtemps célibataires, qui ont vraiment vécu une vie très libre, sans contrainte, sans avoir de couvre-feu, j'ai envie de dire, pas de compte à rendre, etc. Et ben en fait, quand on pas se de met concession à faire. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est super agréable. Puis en fait, quand on se met en couple, ben il faut apprendre à négocier, à changer ses habitudes, voilà. Et des fois, ça peut être très difficile. Je propose un petit exercice de thérapie sur nos experts qui sont en couple, hein, les trois, je crois. Hein. Oui. Alors, est-ce que vous avez besoin des conseils d'une sexologue, vous qui êtes en couple? Je disais à Aurore, juste avant de commencer, que justement, j'avais plein de questions à lui poser. Mais pour revenir juste à ce que tu disais, j'ai vu en préparant l'émission qu'il y avait de plus en plus de gens qui faisaient le choix d'être célibataire, ce qui était un peu moins le cas avant, où c'était plus subi. Exactement. Mais qu'aujourd'hui, c'est une tendance de vivre seul. Ouais. Oui. Et même d'ailleurs, quand tu te remets en couple, chacun, enfin j'ai beaucoup de clients de l'agence qui sont comme ça, chacun reste vivre chez lui, mais ils sont en couple, mais ils gardent ses côtés c'est une tendance, effectivement. On est ensemble que pour les bons moments et chacun garde son logement. Exactement. Alors ça, c'est génial, mais il faut avoir les moyens de le faire. Donc ça, c'est vraiment les personnes qui vont avoir les moyens de garder chacun son logement, vont avoir tendance à le faire. On va beaucoup avoir ça chez des couples qui sont divorcés. Exactement. Et chacun a encore des enfants qui sont encore en âge, qui ont besoin d'être dans leur petit cocon. Et plutôt que d'aller recomposer des familles avec toutes les complications que ça peut amener, les personnes vont choisir de vivre dans leur foyer respectif avec leurs enfants en étant en famille monoparentale, mais vont partager des moments... la relation amoureuse avec Il y a une majorité de femmes qui choisissent de vivre seules. Il y en a de plus en plus. En effet, c'est des tendances qu'on peut voir aussi, notamment sur les sites d'application de rencontres. Est-ce que dans les critères et quand on se décrit, est-ce que la catégorie socio-professionnelle, le lieu où on habite, le type d'appartement, est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de succès que d'autres de cette manière-là? Tout à fait. Tout à fait. Et non, mais en même temps, c'est très très juste. Et en fait, il semblerait que même des applications peuvent avoir presque tendance à presque montrer, emphaser un petit peu ce point-là. Il y a une sociologue française qui a fait une thèse sur ça, précisément. Donc oui, tout à fait. Donc une femme ou un homme qui a des moyens est plus attirant que quelqu'un qui a moins de moyens? Alors, c'est ça que ça veut en dire général, ou pas? c'est les femmes qui ont trop de moyens peuvent être jugées aussi comme intimidantes. Donc ça peut être un petit peu à géométrie un peu variable, en fait. Toi, en tant que thérapeute, justement, qu'est-ce que tu conseilles? C'est mieux de vivre en couple ou c'est mieux de vivre seul? Eh ben, c'est une excellente question. Et en fait, ça va vraiment dépendre des personnalités. Il y a des personnalités, il ne faut pas qu'elles vivent en couple parce que... On les détecte comment? Soit, idéalement, les personnes, si elles peuvent le savoir elles-mêmes et arriver au date, au rendez-vous en ayant un peu cette information, c'est mieux. Ouais. C'est-à-dire que quand tu arrives à un date et que tu dis « moi je préfère vivre seul », il n'y a pas de grande chance d'aboutir. Ça dépend, parce que si la personne en face veut la même chose... c'est ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Chacun chez soi, mais par contre, on se revoit les week-ends. Et inversement, est-ce que la tendance, je dirais en 2024, n'est pas justement, en quelque sorte, de se rencontrer en vrai? Il y a vraiment eu un retour de la vie réelle, notamment depuis le post-Covid, en fait. Et l'application pour laquelle je travaille va avoir tendance maintenant d'organiser des événements. Donc, par exemple, des événements de course, parce qu'il y avait eu les JO. Ouais, parce qu'il y avait eu les JO, donc des événements sportifs pour rencontres de célibataires. Ils se couraient après, en fait, hein, c'est ça. Pardon. Dans tous les sens du terme. Et donc ça marche bien. Ça marche bien, oui. Ça correspond vraiment à la demande et à cette adaptation. On sait combien de personnes font appel à ce genre de site?
Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on va avoir, maintenant, ça s'est totalement démocratisé. Avant, c'était très tabou. On disait jamais qu'on s'était rencontrés sur un site internet, une application. Maintenant, c'est totalement... voilà, dans l'air du temps. Voilà, c'est devenu un lieu de rencontre à part entière. Exactement. C'est aussi fréquent que le travail, les études, les amis. Donc, j'ai envie de dire, maintenant, quasiment tout le monde va utiliser, tous les célibataires ont utilisé une application de rencontre. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Alors, c'est quand même la partie interactive, et c'est là où on vous donne la parole pour nous poser des questions sur le thème du jour. On regarde tout de suite le premier Selfimo. Bonjour, je m'appelle Caroline. Quels sont les critères à vérifier absolument avant d'acheter un studio pour y vivre seul ? Alors là, effectivement, bon, là, on va y vivre seul, donc on va pas aller sur le site de rencontre, hein, on veut vivre seul. Quels sont les critères à vérifier absolument avant d'acheter un studio, par exemple? Donc là, on parle bien d'un studio, parce que, comme tu disais, Aurore, il y a plusieurs célibataires. Il y a le célibataire qui rentre dans la vie célibataire, et puis il y a le divorcé, mais qui... les critères, alors, pour un studio, ça faisait longtemps. Non, parce que là, si on l'engraine pas un petit peu, on y est encore demain. Alors, par définition, comme le but, c'est il y a peu de chances qu'ils y restent longtemps. Il faut que le bien soit facilement soit revendable, soit louable, puisque l'idée, c'est que rapidement, ils vont changer, se mettre en couple, prendre un 2 pièces, un 3 pièces. Il faut que ce bien-là soit liquide. Michael, un autre conseil, il y a des critères à vérifier absolument avant d'acheter un studio. Vérifier absolument quand on achète un studio, ça va être tout ce qui concerne la copropriété, les charges de copropriété, savoir si on est sur du chauffage collectif, du chauffage individuel, les DPE. Également, maintenant, ils prennent de plus en plus de place. Si c'est valable pour tout type de logement. Là, on parle de logement adapté à un célibataire. Oui, mais quand on est célibataire et qu'on achète un studio, toutes les dépenses comptent. Et du coup, on doit faire attention quand même. Plus attention que quand on achète... Exactement, ça doit rentrer dans un budget global. Et il faut vérifier aussi s'il y a une connexion Internet pour pouvoir aller sur les sites de rencontre quand on est tout seul. Justement, est-ce qu'il y a des disparités régionales d'utilisation sur le site dont tu t'occupes? Ce qu'on va voir, c'est pas nécessairement des disparités dans les régions, c'est plus les utilisateurs d'applications sont principalement dans les villes parce qu'il y a plus de célibataires dans les villes que dans les zones rurales. Sur les chaînes du groupe M6, il n'y a pas des célibataires que dans les villes. Alors, pas dit qu'il y en avait. Il y a l'amour est dans le pré, je rappelle. Tout à fait. Mais il y en a plus de concentration vraiment dans les villes. Parce que les gens vont plus aller se déplacer là pour faire les études. C'est là où il y a plus de travail aussi, donc il peut y avoir aussi des zones... Parce que nous, en agence, on voit des gens qui déménagent pour aller justement rejoindre quelqu'un qu'ils ont rencontré. Aussi. Est-ce que sur ces sites-là, il y a des recherches justement sur des zones... Tout à fait, c'est localisé par zone géographique et on peut choisir quel secteur, quelle distance, voilà. Quelle distance ou quel secteur. Voilà. Et les principaux critères ça va dépendre. Ça va dépendre des personnes. Ça va être en général les tranches d'âge. Est-ce qu'on va être en relation avec des personnes du même sexe que soi? On peut demander aussi quel type de relation on va avoir. Est-ce que c'est des relations plutôt éphémères ou des relations plutôt stables? Et les femmes recherchent plutôt des relations stables? Ça va dépendre. Ça va dépendre. Non, mais ça va dépendre. Et justement, les proportions et les mentalités évoluent et c'est pas forcément les hommes ou les femmes qui ont la prédominance là-dessus. Et on peut que s'en réjouir. Et vous êtes, je pense, assez dans votre activité même. Vous avez un cabinet où vous recevez les gens. Je pense que les mentalités ont beaucoup évolué quand même là-dessus. Beaucoup évolué. On voit vraiment cette évolution, notamment vers les jeunes, vraiment les 18-35 ans. Vraiment, on voit les choses de manière très, on dit, déconstruite. Sont beaucoup plus à cheval sur l'égalité. On parlerait avec Aurore tout le temps, mais malheureusement, nos téléspectateurs ont d'autres questions pour nous. Bonjour, je m'appelle Isabella, je suis de Colmar. Est-il plus intéressant de devenir propriétaire seul ou de continuer à louer dans une ville chère? Alors voilà, alors là effectivement, la question, on a la réponse quasiment on a la réponse dans la question en fait. Dans la mesure du possible, il faut être propriétaire, puisque en fait on se crée un patrimoine immobilier, donc c'est toujours plus intéressant. Oui, mais bon, la liberté, on en parlait tout à l'heure, de la location. Flexibilité, liberté, flexibilité. Après, dans les villes chères, si on prend l'exemple de Paris, où on est à quasiment 10 000 euros du mètre carré, acheter un 30 mètres carrés à 300 000 euros, ou plutôt louer un 30 mètres carrés à 300 000 euros, ou louer un 30 mètres carrés,
entre le prix de la location et le prix de l'achat, il y a quand même 300-400 € d'écart. On va louer à 1200 €. Oui, mais je suis pas d'accord parce que 30 mètres carrés et on va devenir propriétaire à 1500 ou 1600 € de son 30 mètres carrés. D'accord, mais ce qu'il faut que tu vois, c'est combien de temps tu vas y rester. C'est ça la vraie question. Parce que si tu restes 7 ans, à 1000 € par mois, c'est plus intéressant d'être propriétaire. 84 000 € que tu as pris et que tu as mis à la poubelle. Et tu te crées ton patrimoine. Exactement. Et après, est-ce que c'est pas le prix de la liberté, tout ça? On sait que vous êtes des experts immobiliers et que vous avez envie de vendre beaucoup d'appartements, beaucoup de studios, mais moi qui suis, je n'aime pas m'attacher aux choses. Peut-être que de l'investissement dans du locatif, etc., et avoir pour sa résidence principale C'est le grand débat, Bruno. Bah oui, c'est ça. Mais pour moi, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Le grand débat de dire je reste locataire et j'investis dans l'immobilier pour du locatif. Pourquoi pas? Pourquoi pas, en fonction de la ville, en fonction des projets, mais comme disait Christophe, de capitaliser sur son bien immobilier en résidence principale, de ne pas payer d'impôts sur la plus-value lorsqu'on va le revendre, c'est quand même un critère à prendre en compte. Bon, Aurore, tous ces discours un peu techniques sont loin des préoccupations de nos célibataires en France. Tu es une observatrice, enfin en tout cas... Ah non, tu avais l'air de dire non. Oui, non. Il y a aussi, justement, comme les mentalités changent, moi je vois aussi beaucoup plus de jeunes qui sont beaucoup plus éduqués sur ces questions, notamment plus de femmes, ce qui est nouveau, dans l'acquisition de biens immobiliers. Donc au final, c'est assez les projets, alors évidemment les projets de couple d'être propriétaire, mais les projets de personnes célibataires, c'est des choses qui peuvent revenir. D'accord. Aurore nous a grandement éclairé. C'est déjà la fin de cette émission. Les amis, vous avez répondu de manière brillante, comme d'habitude. Hein. Non, bon. Très bien. Non, si vous êtes endormi, vous me le dites. On arrête tout de suite l'émission. Comme tu dis, on a l'habitude d'être parfait. Voilà. Merci beaucoup, Aurore, pour tes lumières sur ce que c'est que le célibat et la vie en couple et les problèmes que ça peut engendrer, finalement. C'est déjà la fin de l'émission. Mais avant de terminer l'émission, les amis, vous le savez, j'ai reçu il y a quelques jours dans l'appart Denis Maréchal. C'est la deuxième partie de l'interview. Vous allez voir, il nous raconte plein de trucs sur son immobilier. De retour avec Denis Maréchal. Comment ça va, Denis? Ça va super, Bruno. Ça se passe bien? Ouais, super. Tu t'es pas endormi là pendant l'émission? Ah non, pas du tout. Ah, t'as vu, c'est intéressant. Il y a des raisins, il y a des chouquettes, on est bien. On est bien. Bon, alors, l'émission est un peu immobilière. J'aimerais qu'on commence un petit peu cette interview avec... Est-ce que tu as une anecdote immobilière qui te vient à l'esprit dans ton parcours? Est-ce qu'il s'est passé des choses marrantes? Ouais, enfin marrante avec après une fois qu'on y repense, mais par exemple, tu vois, t'es comédien, donc faut faire attention et tout, et j'ai voulu être sérieux, donc j'ai dit tiens, quand j'avais un petit peu d'argent, j'ai dit je vais investir, enfin surtout quand j'avais un peu d'argent, je suis allé voir la banque qui m'a dit non, donc je suis allé voir une autre banque qui également a dit non, tu connais, c'est ça. Et bon, finalement, il y a une banque qui a dit oui. Et puis j'ai investi dans une petite ville, Avignon en fait, enfin c'est une ville, et puis j'étais content et tout ça, puis j'ai mis une locataire dedans, et puis ensuite elle s'est prostituée dans le quartier. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. En fait, non, c'est vrai. Donc en fait, il y avait les gens, enfin c'était un syndic bénévole, donc c'est des voisins du dessus qui appelaient, qui me disaient elle reçoit ses clients, donc au terme client, je me suis dit mais quoi, elle est esthéticienne à domicile? Non. Ah ouais, et tu t'en es sorti comment de cette histoire? J'ai eu peur de tomber pour proxénétisme. Je lui ai dit écoute, non mais c'est la fin du bail là. Ah oui, c'est ça. Il va falloir y aller maintenant. Non, il y a du monde sur la route. Ouais, voilà. Ah oui, donc un bon exercice d'investissement réussi. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, alors là, maintenant, quand même, tu as réussi quand même quelque chose. Donc la maison actuellement, c'est... Alors là, c'est vraiment le changement de vie complet. Je suis parti. Tu étais à Paris, enfin, pas très proche de banlieue. Et maintenant, là, c'est la maison avec du terrain que tu as fait construire. Ouais, j'ai fait 30 ans de Paris et là, je suis parti vraiment à la campagne, petit village de 1500 habitants. Rien autour, pas de pharmacie. Denis Maréchal, agriculteur, donc. Il va falloir faire pousser des trucs, ouais. Tu tonds? Tu parles de mon terrain? Oui, bien sûr. Mais pas encore, j'ai même pas encore acheté la tondeuse. Ouais, non, mais il va falloir tondre, bien sûr. Bah oui, forcément. Il y a du terrain, c'est du taf. Alors tu nous as fait l'amitié là, de nous envoyer une des pièces préférées de chez toi. Alors je sais pas si on va la voir. Alors, c'est quoi cette pièce? Alors, explique-nous.
Franchement, c'est l'état actuel. Je l'ai prise hier, cette photo. Ouais. C'est-à-dire que j'habite dedans, mais c'est vraiment pas fini, quoi. Ah oui. Donc, je taffe. Donc, c'est une maison que tu as fait construire, ouais, hein, c'est ça? Ouais. Mais j'ai dit non, mais les finitions, laissez. Ah oui. Quelle erreur. Et là, je ne m'en sors pas. Non, je ponce, je peins. Ah oui, donc tu es obligé de faire, de mettre la main à la pâte. Ah, carrément, ouais. Et alors, c'est quoi aujourd'hui le rêve de Denis Maréchal, arrivé à ce stade de ta carrière? Tu veux faire quoi? C'est plutôt cinéma, plutôt théâtre? Ouais, moi, non mais là, ça me va, en fait. Franchement, one-man show, théâtre et tourner cinéma ou série, enfin, être sur des plateaux de tournage, être au théâtre pour des pièces ou pour mon one, ça me va. Donc, si ça peut continuer comme ça, je prends. Alors, le one-man show, est-ce que tu peux nous donner une anecdote de qui s'est passé pendant tes one-man shows qui sont assez interactifs, il faut être clair. Ouais. Il y a beaucoup d'impro. Il y a de l'impro et tout, ouais. Il y a des gens qui parlent... Qui s'évanouissent. Qui s'évanouissent. Non, mais il y a des gens qui parlent trop ou qui bavent sur leur conjoint qui est là. Ouais. Mais le mieux que j'ai eu, c'est quand même 4 femmes qui se sont servis de la scène comme table et qui ont sorti leur pique-nique. Et donc... elles ont. T'étais sur scène? J'étais sur scène et elles ont. Mais j'étais pas en one à l'époque. J'étais en troupe dans une salle qui s'appelait le Carré Blanc. Oui. Et on jouait. Le Carré Blanc, ouais. Que t'as connu. Et avec le fameux Manu Joucla. Et je vois qu'elle commence à sortir l'œuf dur. Puis il y a les bruits de l'aluminium, enfin vraiment le pique-nique, quoi. Et hop, sale un peu l'œuf et tout ça, les tomates. Et vous avez réagi comment? On a continué à jouer et puis on entendait les bruits et tout. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est intervenu, qui a dit mesdames et tout. Qui les a sortis? Non, c'est pas possible et tout. Elles ont eu l'air un peu déçues. Elles étaient déçues. Elles ont dit. Bah oui, quand même. Surtout quand t'as faim et qu'on te dit non, on peut pas manger tout de suite. C'est ça. C'est horrible. Bon, on a effectivement, comme on l'a dit, le théâtre. Et c'est quoi le projet qui te tient le plus à cœur en ce moment? C'est la pièce. C'est la pièce. Les répètes vont commencer là. Les répètes vont commencer. On va se découvrir. Alors évidemment, on a fait des lectures, machin. On a tous dit oui, machin. Et là, on va rentrer dans le dur. Donc, alors, ça se passe comment les répètes? C'est parce qu'en fait, nos amis qui nous regardent, on ne sait pas comment ça se passe. C'est tous les jours. En général, ce sont des sessions et il faut que ce soit tous les jours pour être vraiment dedans. En général, ça dure 2-3 semaines, et puis si possible il y a ce qu'on appelle une résidence, on se met dans un théâtre, on bosse les scènes et tout, et puis on se met dans notre bulle, et puis voilà, on se... Et avec Shirley, alors Shirley, une vieille histoire d'amour avec Shirley. Shirley, je crois que Shirley Bousquet, je pense que le premier cachet professionnel que j'ai eu, je pense que c'était avec elle il y a genre 25-30 ans, un truc comme ça. On tournait une pub, et on devait danser. Et puis évidemment, comme je sais pas danser, c'est elle qui leadait. Tu sais pas danser? Non, je sais pas danser. Ah, mince. Elle faisait le lead. Ah oui, c'est ça. Bon, en tout cas, Denis, merci beaucoup de toutes ces avant-premières. On a hâte de te voir au cinéma, au théâtre et en spectacle. On rappelle des dates en novembre et en décembre pour le spectacle. Je suis 14 novembre, c'est au Mans. Et 15 novembre, c'est à La Rochelle. Eh ben, on va y être, on viendra. Et l'avant-première du film Alors l'avant-première, je peux pas donner la date parce que je suis pas sûr que... Fin novembre, mais en tout cas, c'est fin novembre. Mais en tout cas, à la télé, ça sera pour Noël, aux alentours de Noël, je dirais entre... Enfin, Noël, maintenant, ça prend tôt. J'ai vu qu'il y avait déjà les... Oui, c'est ça, il y a déjà les cadeaux. Mais je pense que ça va être en décembre. Bon, c'est cool. Je pense une diffusion sur M6 en décembre. Bon, Père Noël à domicile. Mais ça me fait toujours un immense plaisir de te recevoir. Merci. J'espère peut-être qu'on fera d'autres choses prochainement. Suivez bien Proprio à tout prix. Bonne continuation dans tous tes projets. Merci, Denis, on adore te voir. On adore te regarder. On adore savoir ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci. Quelle belle émission, mon cher Jean-Philippe. Magnifique. On s'est senti moins seul pendant C'est ça, on a pu apprécier
tous les avantages des célibataires. Et on a vu aussi ce qu'était le marché aujourd'hui au niveau des célibataires, avec des chiffres incroyables. 35% des achats immobiliers, les amis, se font seuls. 35%, ça fait 1 sur 3. Ouais. Et au niveau locataire, c'est quasiment 1 locataire sur 2 qui habite seul. Donc si c'est votre cas, on est avec vous. Hein. On prend le brunch avec vous. Alors moi, ce que j'ai retenu de cette émission, c'est qu'effectivement, être seul n'était pas forcément, je dirais, un handicap pour soit investir, soit acheter sa résidence principale. Oui, vous avez vu d'ailleurs, et retrouvez-nous sur M6+ en replay, parce qu'on a donné des astuces, notamment pour ceux qui veulent acheter seuls, comment on va avoir une banque, et notamment pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, les femmes seules peuvent évidemment investir. C'est ça, on a vu dans nos régions que beaucoup de femmes seules, et même parmi nos consultantes, il y avait des expériences réussies d'achat ou de location seule. Voilà, et donc voilà, ce n'est pas une fatalité, on peut être proprio à tout prix seul. Moi, je vais vous dire ce que j'ai préféré, Jean-Philippe. C'est le gâteau. Non, c'est le gâteau. Effectivement, d'abord, je remercie tout le monde parce qu'effectivement, mais c'est Aurore qui nous a parlé des sites de rencontres et comment arrêter de devenir célibataire. Bah oui. Alors, il y en a qui le sont par choix. Hein, mais exactement. Et c'est ce qu'on a appris avec Aurore. En tout cas, ce brunch a encore réservé plein de surprises et plein d'astuces pour vous qui nous regardez. La semaine prochaine, ça va être aussi très intéressant. Oui, on va parler du handicap, puisqu'on sera juste avant la semaine du handicap. J'aurai d'ailleurs comme invité Gaël Rivière. Il fait partie de l'équipe CC Foot, médaille d'or aux Jeux Paralympiques 2024. Médaille d'or aux Jeux Olympiques. Bon, et nous aurons une émission où nous parlerons effectivement du handicap, ces villes qui font des choses pour les personnes à mobilité réduite ou pour les handicapés. On aura plein de choses intéressantes la semaine prochaine, vous allez voir. Et bonne journée des célibataires à tous les célibataires. Donc demain, le 11/11/2024. 1-1-1. Allez, salut, à la semaine prochaine, ciao.